Alors, on va reprendre avec la prochaine table ronde qui s'intitule Défis politiques contemporains d'une éducation à l'éco-citoyenneté en milieu scolaire. Une table ronde, en fait, qui va être animée par David Rousseau, qui est enseignant en sciences au secondaire au collège Jean-Eudes et qui a été pendant de nombreuses années conseiller en éducation relative à l'environnement. Et il sera accompagné à l'animation par Benoît Urgeli, qu'on a annoncé, pardon, qu'on a présenté un peu plus tôt ce matin. Alors, messieurs, je vous cède la parole pour l'animation. Bonjour à tous, bonjour à mon cher collègue David, qui j'aurai le plaisir de passer un moment pour discuter avec nos panélistes. On a préparé un temps d'échange avec eux, avec elles. Benoît, on a perdu ton micro. Voilà, est-ce que vous m'avez retrouvé là? Voilà, c'est Oui, bon. maintenant oui. Donc, je suis content avec David de pouvoir avoir un échange avec nos trois panélistes. D'abord Céline Chauvigné, qui est professeure des universités à Nantes Université. Elle s'occupe d'un séminaire sur les éducations A et la transmission de valeurs au Centre de recherche en éducation de Nantes. Et elle participe elle a été autrice de nombreux ouvrages en lien avec l'émancipation, la formation du citoyen et récemment avec Michel Fabre, l'éducation aux politiques. Sera présente avec nous également Lucie Sauvé, qui est professeure émérite au département de didactique et professeure associée à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM. Elle est membre, vous le savez probablement, du comité de direction du centre ERE, Éducation relative à l'environnement, et elle dirige la revue dont je vous parlais ce matin de référence, qui est la revue Éducation relative à l'environnement. Elle est spécialisée sur les dimensions critiques et politiques de l'éducation, les dynamiques de mobilisation citoyenne en matière d'environnement et de transformation écosociale. Et elle s'intéresse aux enjeux de la formation des éducateurs, tant en milieu formel qu'en milieu non formel. Enfin, sera avec nous Geneviève Thériault, est avec nous, puisque je l'ai entreaperçue. Elle est professeure titulaire au fondement de l'éducation à l'unité départementale des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Rimouski. Elle est également titulaire d'une chaire de recherche en éducation à l'environnement et au développement durable, euh, une chaire qui s'occupe de recherche, mais aussi de formation et d'intervention éducative et institutionnelle. Euh, voilà pour les grandes lignes de présentation de nos trois panélistes. Alors, nous leur avons proposé des temps de parole articulés autour de trois questions. Ça fera donc les trois premiers temps de cette table ronde. Et puis ensuite, nous aurons un temps auquel nous tenions avec David, un temps d'échange avec la salle pour que vous puissiez, vous aussi, interagir directement par rapport à ce que nous aurons dit, proposé euh, comme idée autour de trois questions. Je vous disais, alors la première, ce sera un grand domaine de questions qui portera sur la conception de l'éco-citoyenneté, de ses finalités éducatives. Nous aimerions entendre à tour de rôle Céline, puis Lucie, puis Geneviève sur leur conception de l'éco-citoyenneté, puisqu'elles ont conduit des travaux là-dessus depuis de nombreuses années. Le deuxième temps de la table ronde portera sur les défis contemporains politiques à relever, selon elles. Qu'est-ce qui leur semble être un ou des défis politiques liés à cette question de l'éco-citoyenneté? Et puis enfin, le dernier temps, nous le prendrons avec elles pour évoquer quels sont les relevés, les moyens qui pourraient être mis en place pour relever ces défis politiques à propos de l'éco-citoyenneté. Ça devrait nous conduire à disposer de 20 minutes, 20 dernières minutes pour, comme je vous le disais, avoir des échanges avec les membres de l'assistance et nos trois panélistes. Alors, le premier temps, je le laisserai à David pour qu'il anime sur la première question. Je reprendrai la main ensuite, ou la parole, sur le deuxième temps de questions.
Et puis, David reprendra la parole sur la question des moyens pour relever les défis politiques avant de prendre ensuite vos questions. Alors, si vous voulez aussi réagir en même temps que nous échangeons tous les cinq, vous pouvez le faire dans le chat. On essaiera d'avoir un œil dessus pour pouvoir prendre les éventuelles questions et faire circuler tant dans l'Assemblée qu'auprès de nos participantes. David, je te laisse le plaisir de commencer le premier tour de table, si tu le veux bien. Je le veux bien, merci beaucoup, Benoît. Bonjour à tous. En ligne, nous sommes une trentaine. Je vous salue au centraire. Je crois voir que vous êtes une dizaine. Je vous salue aussi. Lucie Sauvé, heureux de te revoir. Geneviève et Céline, c'est une première fois pour nous. Je vais me permettre de vous tutoyer. Ça va alléger nos Très bien. conversations. Alors, bienvenue à tous. Alors, comme plusieurs ici le savent, l'éco-citoyenneté s'acquiert dès le plus jeune âge à travers une éducation non formelle dans la famille, à la maison, autour de la maison, au cinéma, au théâtre, dans la musique, dans les bibliothèques, etc. Et c'est pas sur ça que je veux faire, qu'on veut mettre l'accent aujourd'hui. Donc, qu'en est-il de l'éducation à l'éco-citoyenneté plus formelle, c'est-à-dire dans nos écoles? Donc, à tour de rôle, d'abord Céline et en deuxième Lucie, en terminant Geneviève, je vous demande de répondre à la question suivante. Qu'est-ce que l'éco-citoyenneté et l'éducation à l'éco-citoyenneté en milieu scolaire? Allez-y, Céline, tu es la première. Alors, bonjour à toutes et tous. Alors, j'ai une connexion très instable, donc j'espère que ça ira jusqu'au bout. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs de ce beau colloque et les collègues de nous avoir invités aujourd'hui à discuter autour de ces thématiques très importantes. Euh, je vais essayer de prendre ça peut-être comme je pense qu'on a beaucoup de choses communes à mettre en avant, peut-être partir sous un angle un petit peu plus général en faisant appel à la philosophie peut-être. Euh, et en essayant de voir la notion d'éco-citoyenneté, alors on pourra en discuter après, mais comme notion hybride aux multiples racines, qu'elles soient scientifiques, philosophiques ou politiques. Et ces racines multiples ont des significations, me semble-t-il, diverses selon les courants idéologiques et politiques qui s'en emparent. Alors, on pourrait dire que l'éco-citoyenneté renvoie pour moi à cinq racines, hein. C'est ce que nous avons un peu travaillé avec Michel Fabre, que vous connaissez certainement. Alors, d'une part, à la philosophie de l'oikos, hein, euh, d'autre part à l'écologie comme science, mais également à l'élaboration politique hein, à travers l'influence de mouvements intellectuels ou associatifs. Mais aussi, on pourrait renvoyer l'éco-citoyenneté à la prise de conscience hein, par rapport à un certain nombre de positionnements, de conférences qui ont eu lieu depuis plusieurs années déjà, conférences internationales que vous connaissez tous. Et puis, en dernier point, moi, je verrais bien ce renvoi de l'éco-citoyenneté à la lutte pour la justice environnementale et au mouvement pour le climat. Hein. Donc, je dirais, c'est pour ça que voilà, c'est assez complexe, hein, cette notion d'éco-citoyenneté, qu'il me semble qu'elle renvoie à ces cinq éléments que voilà, je peux un petit peu étayer selon le temps que nous avons. Je ne sais pas si c'est vous qui êtes le gardien, les gardiens du temps.
Alors, peut-être pour le dire rapidement, hein, c'est sur le plan de la philosophie, ça remonte quand même assez loin hein, avec la critique du progrès, et, alors sans remonter trop loin, mais au moins à l'école de Francfort. Et puis, bon, c'est la prise de conscience progressive hein, chez des philosophes plus contemporains, avec Jonas et Dupuy, sur le fait qu'il faille changer de vie et de politique avant l'effondrement. Donc, on est bien hein, dans ce développement du principe de la responsabilité par rapport à la catastrophe hein, qui a émergé en philosophie et qui continue hein, toujours et encore avec cette conscience du danger hein, liée à la civilisation technique. Et puis des pensées alternatives qui, je pense, nous inspirent aujourd'hui. Je pense notamment à Illich et Gors. Alors, évidemment, moi, je parle du côté, voilà, de l'autre côté de l'Atlantique, hein, du côté plutôt français, où il y a cette prise de conscience hein, qu'on appartient, voilà, à un commun et que voilà, il y a un épuisement et que si on n'y fait pas attention, il y a une possibilité, on va dire, de mort certaine, de suicide hein, par rapport à cet état du monde. Et puis, je dirais en philosophie, dans les plus contemporains comme Latour, alors je ne peux pas tous les citer, hein, mais ça me semble les plus emblématiques, il y a cette interrogation du dualisme de la nature et de la culture issue de la modernité. Donc je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui nourrit vraiment la notion d'éco-citoyenneté sur le plan philosophique. Alors en sciences, pour aller beaucoup plus vite, mais je pense que les collègues le diront mieux que moi, euh, il y a aussi cette appréhension du vivant, notamment avec un disciple de Darwin, qui est Haeckel, et avec cette approche un peu multidisciplinaire de l'appréhension du vivant. Et pour parler de plus contemporain avec Warming, il y a aussi l'émergence de concepts vraiment diverses, hein, avec l'écosystème, la biosphère, etc., qui enrichissent hein, la notion d'écologie, a donc une vision un peu holistique des choses. Et puis plus récemment, on a aussi des discussions sur cette entrée-là. Sur la racine de l'écologie politique, ben, on a des pionniers, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, on a Gors hein, en particulier. Je parle de Gors parce que je l'ai plutôt étudié que d'autres. Et donc, il y a cette idée d'écologie politique avec l'idée de rapport à l'environnement, hein, qui n'est pas seulement un problème individuel de comportement ou une attitude, hein, mais bien un problème politique qui engage la redéfinition de nos stratégies et notre lutte contre le capitalisme. C'est aussi l'appel à une révolution un peu culturelle dans notre manière de repenser l'économie et le social. Et puis, c'est le recours aussi avec l'écologie politique à une vision cosmopolite hein, associée à l'idée de justice environnementale. Euh, Merci, Céline. Je vous laisserai encore une minute pour respecter le droit de parole de tout le monde. D'accord, alors Merci. je vais aller Désolé. très 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 vite. Donc il me reste deux racines qui me semblent importantes. C'est ce qui s'est passé au niveau international et les grands rapports hein, qui ont amené ces prises de conscience que vous connaissez tous, hein, de l'avenir soutenable de Meadows jusqu'au rapport du GIEC plus récemment. Donc, et puis, je dirais aussi, hein, derrière cette notion d'éco-citoyenneté, il y a tous ces mouvements de justice environnementale, les mouvements de citoyens et des mouvements de jeunesse qui ont fortement, en tout cas, impacté au niveau de la France les dernières directives
et on donnait un coup d'accélérateur au niveau des politiques éducatives, mais on y reviendra certainement dans les questions tout à l'heure. Merci beaucoup, Céline, qui dresse un portrait philosophique de l'éco-citoyenneté. C'était très intéressant. Je cède la parole à Lucie Sauvé, en tentant aussi de proposer de recadrer un peu aussi sur la question de l'éducation à l'éco-citoyenneté en milieu scolaire, si vous avez la capacité de placer quelques mots là-dessus. Ça m'intrigue beaucoup. Lucie, c'est à toi. Mais je dirais d'abord, David, que j'aurais très envie de t'entendre, toi qui vis l'expérience au quotidien dans le milieu scolaire. Écoutez, et depuis hier, j'ai entendu de très belles choses sur l'éco-citoyenneté dans le cadre de ces journées. Alors, je vais un peu faire un retour sur plein d'idées là, qui ont déjà été partagées. Je vais le faire rapidement. Donc, l'éco-citoyenneté, ça fait référence à notre façon d'être et d'agir. Donc, ça a trait à la fois à l'identité et à l'action, puis à la cohérence entre les deux. En fait, l'éco-citoyenneté, c'est avoir conscience des interconnexions entre nous et le vivant. C'est avoir conscience que la cité, c'est là où on partage une responsabilité du commun, de ce qui nous est commun. Puis en fait, c'est la cité de l'école, hein? C'est la cité de l'école dans son quartier, c'est la cité de son quartier, de la ville, du territoire partagé. Alors oui, l'école, le collège, c'est une cité en soi qui s'inscrit dans une plus large cité partagée. Bon, oui, être éco-citoyen, c'est une question d'identité personnelle et collective. Euh, bon, c'est apprendre aussi à s'inscrire dans un engagement politique, hein, politique qui fait référence à s'occuper ensemble de ce qui nous concerne tous et tous, ben, c'est se rendre compte qu'on est inscrit dans la même trame de vie. Donc, en fait, être éco-citoyen, c'est assumer la dimension politique de notre être au monde. Alors, ça fait référence à l'agir aussi, à l'agir en toute cohérence avec cette façon d'être-là. Ça fait référence à l'adoption des conduites personnelles et collectives. Puis ici, on va parler en éco-citoyenneté davantage de conduite que de comportement. Hein, une conduite, là, c'est un agir délibéré qui s'appuie sur un système de valeurs qu'on a clarifié, qu'on a choisi. Alors qu'un comportement, c'est davantage de l'ordre du réflexe, d'une réponse à une consigne sociale, à une morale sociale. Alors, on va parler ici d'éco-gestes. Et en fait, c'est important, les éco-gestes, et Blandine l'a observé aussi là, un peu plus tôt, mais ce qui fait qu'un geste correspond à une conduite éco-citoyenne, ben, c'est la signification politique qu'on lui donne. La signification politique, c'est le ciment de nos gestes. C'est ce qui fait que ça s'effrite pas là, à la moindre vague. Par exemple, recycler, parce qu'il y a beaucoup de campagnes, de projets liés à cette thématique-là aussi dans les milieux scolaires. Ben, recycler pour être un bon garçon, une bonne fille, ben, ça n'a pas la même signification que si on inscrit cette pratique-là dans la contribution à un projet collectif qui permet de prendre conscience des impacts de notre consommation sur toute la chaîne du vivant et sur la question, on l'a évoqué aussi, de justice, hein, et d'inventer progressivement ou de soutenir d'autres façons de produire, consommer moins, mieux. Ça permet entre autres d'éviter de dénoncer l'instrumentalisation de l'action ou sa récupération par l'économie marchande. Donc, mais c'est sûr que l'agir éco-citoyen, ça se limite pas aux gestes, aux conduites spécifiques. Ça fait référence à un engagement global, cohérent, avec toutes les dimensions de nos vies, puis un engagement en faveur de la démocratie. Et ça s'apprend. La démocratie, ça se vit en milieu scolaire. La démocratie, c'est un pilier hein, de l'éco-citoyenneté, une démocratie active, engagée à inventer, à réinventer
euh, une démocratie pour inventer de nouvelles façons, de meilleures façons de vivre ensemble. En fait, l'éco-citoyenneté, ça invite à se mettre en projet ensemble. Engagement et démocratie, là, c'est deux piliers de l'éco-citoyenneté. Puis bon, l'éducation à l'éco-citoyenneté, ben c'est ça, c'est l'éducation à l'éco-citoyenneté, c'est la dimension politique de l'éducation relative à l'environnement, en lien avec sa dimension critique et puis sa dimension éthique et puis sa dimension heuristique aussi pour inventer ensemble euh, de, de, de belles façons de vivre ici ensemble. Alors, je lisais, en tout cas, dans l'éditorial du dernier numéro de la revue Sciences humaines du mois de juin, les jeunes sont des capteurs sensibles de leur époque et ce qui éprouve tant de jeunes aujourd'hui, c'est pas seulement la vulnérabilité d'un âge, c'est la fragilité d'une société. C'est vrai que maintenant, les jeunes vivent dans une société décontenancée, en fait. Alors, c'est tout un travail que d'accueillir cette inquiétude. Hier, Alain Deneau nous parlait d'angoisse au-delà, bien au-delà de l'éco-anxiété. Donc, accompagner, apprendre avec eux aussi, apprendre ensemble à aborder les réalités qui les préoccupent, qui sont souvent des questions vives dans nos sociétés. Donc, apprendre à poser des questions critiques, rechercher des réponses valides, apprendre à travers l'enquête, l'étude de cas, le débat, l'expérimentation, la recherche-action, la pratique du dialogue philosophique, apprendre l'engagement en s'engageant. Alors, donc, oui, apprendre à vivre ici, maintenant, ensemble, au cœur de l'action collective. Donc, offrir des espaces de mise en action dans nos milieux. Puis les jeunes le réclament de toute façon. Ils savent, eux, qu'ils sont citoyens de leur monde. C'est pas des futurs citoyens en attendant la vraie vie, hein. Puis c'est leur seul monde en plus. Alors, la vraie vie, c'est maintenant, là. Donc, on s'y engage. On s'y engage à l'école, c'est un milieu privilégié. Puis à nous de développer une pédagogie de l'engagement aussi. Voilà, quelques idées que déjà vous partagez. Je pense que j'essaie de synthétiser ce commun pédagogique que nous partageons. Oui, merci. C'est toujours très agréable de t'entendre, Lucie. L'éco-citoyenneté est une question d'identité avec plusieurs moyens, stratégies de s'y rendre. C'est ce que je retiens. Merci beaucoup. Je cède la parole à Geneviève. Oui, tout d'abord, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Je suis présentement à Québec pour une autre conférence que j'offre cet après-midi, mais en fait, juste pour me présenter rapidement, Geneviève Thériault, donc je suis professeure en fondement de l'éducation, mais à la base, je suis enseignante au secondaire, tout comme toi, David, mais plutôt dans le champ de l'histoire et de l'éducation morale, qui est devenu un peu aujourd'hui le programme de culture et citoyenneté québécoise. Et donc, depuis mon postdoctorat que j'ai fait il y a presque 20 ans maintenant, je me suis intéressée à la mise en œuvre de l'éducation à l'éco-citoyenneté dans le milieu scolaire, plus spécifiquement au niveau secondaire, surtout en relation avec l'enseignement des sciences humaines et des sciences naturelles, surtout secondaire deuxième cycle même. Donc, mes réponses sont très terre à terre, je dirais, par rapport à des expériences pratiques vécues dans les écoles. En fait, je rejoins bien la définition et je suis toujours intéressante d'entendre Lucie sur comment concevoir l'éco-citoyenneté. Puis, je dirais qu'à la chaire de recherche en éducation en environnement et au développement durable, on est sensible à cette définition, puis elle nous interpelle. Puis pour nous, l'accent le plus important à travers toutes nos actions, c'est vraiment de chercher à développer l'engagement éco-citoyen des jeunes. Toujours l'objectif ultime qu'on poursuit. Plus particulièrement, toutes nos activités de recherche, mais aussi de formation et de développement de ressources éducatives visent à développer le sentiment de pouvoir agir des jeunes, plus particulièrement face à différents enjeux environnementaux ou différentes questions environnementales socialement vives, en nous appuyant surtout sur le travail de théorisation réalisé par Émilie Morin dans le cadre de sa thèse de doctorat qu'elle a réalisé avec moi et Barbara Bader à l'UQAM. Et aujourd'hui, à cette chaire de recherche,
en EEDD, eh bien, on réalise différentes actions en collaboration avec le milieu scolaire. On offre tout d'abord beaucoup de formations continues, beaucoup à la demande. On cherche à rejoindre en fait et à répondre aux demandes du milieu qui viennent d'un peu partout à travers le Québec et parfois ailleurs également. Ils veulent en fait être soutenus, accompagnés, formés aux principes et aux approches de l'éducation à l'environnement. Je dirais que depuis la chaire a été créée en 2021, je ressens vraiment une demande forte du milieu scolaire, tout particulièrement. Beaucoup le milieu collégial aussi nous interpelle. Cet après-midi, je présente le congrès des enseignants de Cégep. Il y a une forte demande du milieu pour être formé, accompagné. C'est ce qu'on cherche à faire à la chaire par toutes sortes d'actions de formation un peu spontanées, d'autres fois plus structurées. L'été dernier, on a offert une première édition d'une école d'État en éducation à l'environnement. Ma collègue Émilie Morin donne ce printemps un cours d'éducation à l'environnement pour les futurs enseignants du primaire à l'UQAR. Donc, on est engagé dans toutes sortes d'actions visant à les former, à les soutenir, mais aussi ce qu'on fait depuis plusieurs années. Puis moi, j'ai commencé ça dans le cadre de mon postdoctorat avec Barbara Badard, justement. On cherche à développer des activités éducatives, ce qu'on appelle là, des grandes séquences d'enseignement-apprentissage, s'échelonnant sur plusieurs périodes, en collaboration avec le milieu scolaire, les enseignantes plus particulièrement. Moi, je l'ai beaucoup fait en lien avec l'enseignement des sciences, de l'histoire, de l'éthique au niveau deuxième cycle secondaire, où on développait ce qu'on appelle des activités clés en main, qui visent à répondre aux besoins, aux contraintes des enseignantes, mais qui vont aussi, on l'espère, rejoindre les intérêts, les préoccupations des élèves et qui, nous, en même temps, comme chercheurs, vont aussi intégrer certains principes d'éducation à l'environnement transformateur, par exemple, et socio-critique. On l'a fait très souvent dans le cadre de différents projets de recherche financés par le CRSH, dans le cadre de recherche-action, on travaillait en collaboration à développer les activités éducatives, mais essentiellement, c'était nous, les chercheurs et les étudiantes qui travaillaient avec nous, qui ont développé les ressources éducatives pour le milieu. Présentement, on cherche à adopter une autre approche, à travailler davantage en co-construction de séquences d'enseignement-apprentissage assez ambitieuses pour tenter de donner le plus de liberté possible aux élèves, leur donner l'opportunité de faire des choix, d'avoir un certain contrôle sur leurs apprentissages aussi, toujours un peu en lien avec l'enseignement des sciences humaines, des sciences naturelles. On pense toujours à ces disciplines-là spontanément quand on veut faire de l'éducation à l'environnement, mais on cherche à s'ouvrir à d'autres disciplines dans une perspective interdisciplinaire, là, où on sait qu'il y a de l'intérêt du côté des enseignants français, des enseignants d'art. Donc, par exemple, on cherche à vraiment à mobiliser sorte d'enseignantes et d'enseignants. Pour moi, davantage au niveau secondaire, mais ça peut se faire vraiment dans différents contextes d'enseignement, tant primaire qu'en adaptation scolaire, par exemple. Donc, on veut y aller vraiment dans une perspective beaucoup plus ouverte en démarche de co-construction de séquences d'enseignement-apprentissage en nous inspirant, entre autres, des approches que Lucie nommait, l'apprentissage expérientiel, de la pédagogie ouverte, donc les approches socio-constructivistes, humanistes, qui visent à mener à des transformations, à développer la gentilité éco-citoyenne des jeunes. C'est le point focal, en fait, de nos démarches. Que je pourrais dire, donc, par rapport à ce premier aspect-là, si on veut chercher à développer le pouvoir agir des jeunes pour travailler en collaboration avec le milieu scolaire. La limite de ça, je dirais que c'est toujours à petite échelle quand même. On aimerait bien pouvoir rejoindre peut-être tous les enseignants d'une même école ou tout un centre de service scolaire, mais plus souvent, c'est à petite échelle parce qu'on travaille surtout en recherche-action, recherche-développement aussi, parce qu'on conçoit des séquences d'enseignement-apprentissage, mais on espère par après que ces séquences-là pourront être transposées dans d'autres contextes. Merci, fort intéressant. À petite échelle, évidemment, je retiens bien ça. Ça risque de revenir à la troisième question un peu plus tard. Sinon, l'idée de co-construction avec les élèves, c'est vraiment gagnant. C'est très intéressant de voir que vous êtes en action, c'est dynamique. Merci pour le partage, Geneviève. Et ben, c'est ce qui complète la première question, qui était une introduction, hein. Je vous rappelle que la table ronde, pardonnez-moi, s'appelle Défis politiques contemporains d'une éducation à l'éco-citoyenneté en milieu scolaire. Donc, il fallait évidemment définir cette éco-citoyenneté-là, même si ça a déjà été peut-être fait tout au long des 2 derniers jours. Je cède la parole à Benoît pour la deuxième question, qui risque d'être potentiellement celle qui va nous occuper le plus.
Oui, merci David. En effet, on sent que ce souci écologique, cette éco-citoyenneté, elle est globalement consensuelle, même si on pourrait discuter des oppositions sociales, politiques qui existent et qui sont bien réelles quand on les cherche bien et quand on cherche à faire un panorama des différents positionnements sur les questions écologiques. Mais la question qu'on se posait avec David, c'est que pourquoi, ou en tout cas comment expliquer que si c'est une évidence pour beaucoup de personnes, cette éco-citoyenneté, cette éducation à l'éco-citoyenneté, pourquoi politiquement ça ne change pas, ou plutôt ça ne bouge pas, on ne voit pas de grandes transformations significatives, même si on a l'impression que c'est plus visible socialement. Ce sont des courants quand même qui sont assez anciens et on pourrait dire, allez, pour être gentil, depuis les années 70. Qu'est-ce qu'on a relevé politiquement comme défi? Qu'est-ce qui reste à faire à l'échelle de l'action individuelle, collective, à l'échelle locale, globale, pour cette citoyenneté planétaire? Alors, Lucie, peut-être, qu'en penses-tu? Qu'est-ce que tu vois comme enjeu, défi, avancée politique sur ces questions-là? Et tu as bien raison, Benoît. Les défis sont encore gigantesques. En fait, tout ça a trait à l'absence justement de politique publique appropriée en matière d'éducation relative à l'environnement. Puis en l'absence de politique là, qui permettent, disons, de respirer, de déployer cette éducation à l'éco-citoyenneté en milieu scolaire, ben, il y a des défis curriculaires, il y a des défis pédagogiques. Euh, L'éducation à l'éco-citoyenneté tente de trouver sa place dans le curriculum prescrit, qui est actuellement cloisonné en discipline, on le sait. On commence à peine à envisager une approche interdisciplinaire. On maîtrise mal la transversalité. Les compétences transversales restent souvent à l'état d'intention. Or, justement, l'éco-citoyenneté fait appel au développement des compétences transversales. Oui, tu sais, recherche, traitement de l'information, développement de l'esprit critique, la pensée créative, capacité de résolution de problèmes, coopération, communication, bon, tout ça, ce sont des compétences transversales qui trouvent mal encore leur place dans la pratique éducative. Et puis ça pose évidemment des défis pédagogiques. La pédagogie critique, la pédagogie de l'engagement, ça s'enseigne pas beaucoup dans les programmes de formation des enseignants. La culture scolaire accueille mal encore le savoir complexe, l'incertitude. Et puis aussi, ben, il faut quand même reconnaître que tout le savoir environnemental, il n'est pas disponible, il est pas construit a priori. Il faut le construire ensemble et on le construit avec les élèves aussi en contexte. Donc, il y a une certaine dose de relativité. Le savoir environnemental, il se construit au fil des jours, au fil des événements, en contexte. Donc, il faut apprendre la remise en question. Puis dans tout ça, évidemment, il y a l'enjeu de l'évaluation. Et puis, bon, quand même, une pédagogie de l'éco-citoyenneté, c'est quand même une pédagogie à risque, hein. Faut prendre ces risques-là, il faut les assumer. Il y a tout un débat actuellement sur la pédagogie des questions vives en classe, hein, et la question de l'intervention de l'enseignant au cœur des débats ou des discussions qu'on peut soulever. Alors, en fait, il y a toute la question du relativisme aussi. Si on ouvre un débat avec un groupe, alors, bon, et si l'enseignant prend position, est-ce qu'il n'y a pas là aussi là, un certain rapport de pouvoir qui s'installe? Donc, comment,
Alors, est-ce qu'on doit en rester au niveau des opinions? Comment on va gérer les conflits? Comment on va assurer un débat bien argumenté? Est-ce que justement l'enseignant doit donner son opinion? Comment examiner le pouvoir d'influence dans ce cas-là? Est-ce que c'est à l'école de transformer la société? Alain Deneau l'évoquait hier matin. Comment envisager la neutralité scolaire? Alors voilà, nous tous portons des réponses à ces questions-là, mais c'est important de les expliciter, Mm. de les partager, de les discuter entre nous. C'est sûr qu'une pédagogie de l'éco-citoyenneté, c'est une pédagogie à risque et qui peut susciter de l'inquiétude chez les enseignants et surtout chez les enseignants débutants. Alors, comment envisager aussi l'activisme, hein? Euh, L'activisme pédagogique, l'activisme dans l'action environnementale. Donc, en fait, je connais certains auteurs qui ont répondu à ça, oui, mais si on considère que le contraire de l'activisme, c'est l'immobilisme, alors allons-y. Mais ce sont des questions qui sont très peu souvent évoquées entre nous et il est nécessaire, en tout cas, de les ouvrir, ces espaces de réflexion. Et c'est sûr que ça provoque un certain vertige, hein, ces questions-là. Euh, mais je pense qu'il faut apprendre à assumer ce vertige-là, à assumer ces risques, et en particulier, bon, les risques inhérents à une pédagogie de projet aussi. Tu y faisais référence, Benoît, aussi dans ta présentation ce matin. Alors, et puis bon, à défaut d'une formation initiale adéquate à ce sujet, ben, une stratégie qui pourrait être très appropriée, c'est la communauté de pratique entre les enseignants qui partagent leur expérience, leurs questionnements, les éléments de réponse. Puis pourquoi pas impliquer les élèves aussi dans ces réflexions sur une éducation engagée. Ils ont leur réponse aussi, hein, lors des marches pour le climat. Ils ont montré qu'ils étaient capables d'une organisation endogène, démocratique, et plusieurs enseignants aussi se sont prêtés à les accompagner là-dedans. En somme, c'est toute une communauté éducative, incluant les jeunes eux-mêmes, qui devrait se mobiliser ou qui se mobilise dans certains milieux, on le sait, pour inscrire l'école au cœur de ces réalités, des réalités contemporaines. C'est en fait, ces communautés éducatives, c'est un lieu privilégié là, pour apprendre ensemble aussi. Parce que il y a un apprentissage important qu'on doit faire, c'est l'apprentissage de l'engagement citoyen, éco-citoyen, puis de notre part, ben, l'engagement pédagogique, avec toutes les questions là, qu'on peut soulever autour de ça, puis qu'on n'ose pas souvent aborder. Mais il y a une chose Mm. certaine, en tout cas, pour avoir enseigné au secondaire aussi, dans une première époque de ma vie que j'ai adorée, je sais par expérience que les jeunes sont de très bons détecteurs de manque d'authenticité, là. Ils appellent l'authenticité chez leurs enseignants. Alors, toute la question, c'est toute une question, là, à soulever. Voilà, c'est un peu ce que je dirais. Merci, Lucie. Merci, Lucie. Et du coup, Geneviève, je me demandais si vous partagiez aussi cette vision que politiquement, il faudrait arriver peut-être à structurer une communauté éducative qui apprenne aux jeunes à s'engager. Si vous partagez cette idée, où en êtes-vous dans vos pratiques de formation? Oui, bien, Lucie me donne l'occasion d'en parler un peu parce que tu évoquais l'idée des communautés de pratique, puis on l'a mise en application dans la dernière année, en fait, à la suite de notre école d'été en éducation maritime qui a eu lieu dans le merveilleux parc public à Rimouski, où on rejoignait à la fois des enseignants en formation initiale et des enseignants du primaire, du secondaire et du collégial, donc en formation continue. Pour ces enseignants-là, en fait, toutes celles et ceux qui le souhaitaient, on leur offrait pour l'année suivante un accompagnement euh, offert pour une communauté de pratique d'enseignants du primaire, une autre au niveau secondaire et collégial.
Donc, deux communautés de pratique qui ont évolué tout au long de l'année. Ce projet-là a été supervisé par ma collègue en didactique des sciences, Catherine Simard. Et en fait, toutes les personnes impliquées dans l'école d'été y participaient, dont moi, mais aussi plusieurs chercheurs et formateurs qui offrent plutôt la formation disciplinaire en biologie, en océanographie, par exemple, ou dans d'autres domaines. Et à travers cet accompagnement-là, on les a amenés à mettre en place des projets dans leur classe avec leurs élèves en cours d'année. Concrètement, pour ça, il a fallu aussi que les directions d'école les soutiennent. Donc, au niveau politique, là, il y avait ce soutien de leurs directions d'école qui les ont, entre autres, permis d'être libérés pour participer aux rencontres des communautés de pratique. Là, très concrètement, il durait presque 3 heures, là, une demi-journée. Puis je vois que Pascal Bergeron est dans notre groupe et c'est elle qui animait nos communautés de pratique comme spécialiste de ces questions en communauté interprofessionnelle. Et donc, très récemment, en fait, la semaine dernière, la communauté de pratique du primaire a présenté les réalisations des élèves qui, eux, se sont intéressés aux animaux du Saint-Laurent. La communauté, les parents, les membres des élus, je voyais le maire de Rimouski qui était présent à l'événement, ben, ont vraiment mis en œuvre, mis en application ce qu'ils avaient appris, vécu, expérimenté à travers l'école d'été durant une semaine en nous, mais aussi à travers tout l'accompagnement offert là, en communauté de pratique tout au long de l'année. Donc, ça a vraiment des effets très, très bénéfiques. Là encore, c'est une portée très limitée parce qu'on travaille dans des petites équipes avec un nombre limité d'enseignants, mais je crois beaucoup à cette formule-là, effectivement. Au départ, on pensait accompagner individuellement les enseignants, puis on s'est dit, ben, pourquoi pas les regrouper? Ça va être beaucoup plus riche, effectivement. Donc, c'est vraiment une piste très, très porteuse, je trouve. Céline, en restant sur cette idée des défis politiques appropriés, on pourrait les penser, ces défis, à l'échelle de la classe, à l'échelle de l'établissement, peut-être à l'échelle de la ville même, ou à l'échelle des politiques publiques. En général, est-ce que tu as une clé de lecture de ces défis politiques différentes de celles que je propose? Est-ce que tu en vois d'autres? Est-ce que tu pourrais les expliciter? Alors, d'abord, si tu me le permets, j'aimerais réagir Oui. à compléter ce qui a été dit. Alors, je souscris tout à fait à ce qui a été dit de cette politique des petits pas, en fait, qui amène une frilosité, hein, effectivement, des politiques à s'engager pleinement sur voilà, je dirais une finalité où on serait sur un horizon désirable, hein, et qui amènerait à changer un petit peu l'existant. Euh, Effectivement, Lucie a bien insisté sur le poids de la forme scolaire qui noyote un petit peu cette possibilité d'expression, d'innovation, s'autoriser, hein, à dire quelque chose, à faire quelque chose. Et effectivement, on voit bien que les choses, elles se font par pression ou par obligation. Donc, ce n'est pas pensé de manière holistique et du coup, voilà, on est dans un blocage qui, au-delà de ces aspects un petit peu politiques et institutionnels, le blocage, on le voit aussi très fortement au niveau des enseignants. Là, en écho à ce que disait Geneviève, où l'enseignant qui débute ou même l'enseignant aguerri va sur un terrain qu'il ne maîtrise pas. Hein, comme le disait très justement Lucie, tout est à construire. Il faut construire en marchant, en fait, avec son public, avec les élèves, et il faut aussi former un public, donc donner plus de démocratie dans ce que l'on peut proposer. Et je dirais que c'est pas la veine naturelle des établissements scolaires. Et pour en revenir à la formation, nous, on a au niveau de Nantes, on travaille beaucoup autour de l'éducation aux politiques.
comme grille de lecture et accompagnement à la fois didactique, pédagogique, critique et éthique et politique de toutes ces questions-là. Et on voit bien chez les enseignants l'angoisse, elle n'est pas uniquement chez les élèves, elle est aussi chez les enseignants et les éducateurs. Voilà, en France, on est sur deux schémas, hein. Il y a les enseignants dans la classe et il y a les conseillers principaux d'éducation en dehors de la classe qui font de l'éducation informelle. Et donc, il y a toujours cette idée est-ce que je maîtrise en fait les éléments? Donc là aussi, il y a une prise de risque, donc les enseignants n'y vont pas forcément. Il y a cette idée que finalement, ça ne s'improvise pas, c'est-à-dire que pour traiter ces défis contemporains, il faut avoir une masse de connaissances qui euh, dépasse les disciplines disciplinaires telles qu'elles sont posées. Donc, il faut faire appel aussi à des connaissances sociales, des connaissances politiques. Quand on est en histoire, il faut aller voir. Bon, là, la géographie, c'est plus facile parce qu'en France, c'est associé, mais il faut aller voir du côté des sciences également. Il faut voilà, et c'est euh, cette insécurité qui fait que aussi les enseignants n'osent pas, parce que, un, ça demande du travail et ça demande à sortir de leur formation pour laquelle ils ont été formatés pendant des années, une discipline particulière et pas un croisement de disciplines. Donc, je partage tout à fait l'idée qu'il n'y a pas de tricotage, on va dire, de transversalité encore aboutie. On est aussi en France sur euh, on va dire, des propositions encore très frileuses, avec toujours cette idée que on peut ouvrir le débat à l'élève, mais il faut en avoir la maîtrise. Donc, c'est un peu cette difficulté là que l'on trouve. Et donc, voilà, effectivement, il faut développer des communautés de pratique, il faut aider au niveau de la recherche à penser des modélisations qui permettent d'aborder ces défis-là sous l'angle des questions socialement vives, donc de manière transversale et non pas de manière disciplinaire, pour pouvoir effectivement en traiter, éviter l'apolitisme par rapport à ces questions-là Mhm. et mettre en avant toute la dimension réflexive, critique et politique que requièrent ces sujets-là. Parce que la difficulté, euh, voilà, c'est que ce sont des savoirs ce sont des questions qui sont traitées non pas dans leur effervescence et leur, euh, on va dire, conflictualité, complexité. La conflictualité, elle est complètement évacuée quand on regarde au niveau du système scolaire. C'est pour ça qu'on se bat dans notre euh, laboratoire à développer ce qu'on appelle des matrices problématiques pour remettre au centre de ces questions-là la question de la conflictualité, pas uniquement la complexité ou la polysémie, mais cette question de conflictualité qui marque le fait que par rapport aux défis qui nous attendent, on n'a pas de solution toute prête. Il faut faire des choix. Et il faut amener impérativement non seulement les jeunes à faire ces choix, les accompagner dans ces choix, mais également le faire au niveau des enseignants dans ce qu'ils souhaitent, on va dire, proposer au public scolaire. Donc, je pense que voilà, il y a cette je dirais, vision holistique hein, qui n'est absolument pas encore aboutie au niveau des établissements scolaires, bien qu'il y ait euh, des projets, des concours, des labels qui se multiplient. Il n'empêche que c'est souvent l'affaire de quelques-uns. Avec des stratégies aussi derrière, hein, souvent au niveau des établissements. Si on a un label, ça permet de rendre visible l'établissement, mais est-ce qu'on n'en perd pas, on va dire, Mhm. l'objet même
de l'éco-citoyenneté et de ce qu'elle nécessite comme apprentissage en profondeur pour amener cette émancipation des citoyens et amener aussi cet activisme-là qui a été souligné tout à l'heure sur le plan à la fois pédagogique et sur le plan des individus. Donc, je crois que là, cette tension, bon, là, je parle pour la France, mais je crois comprendre que de l'autre côté de l'Atlantique, on est aussi un peu dans ces tensions-là. Mais je pense qu'il faut s'autoriser et s'autoriser, hein, être auteur et voilà. Sinon, on ne sera pas dans la transformation, on sera dans la transmission et on restera dans cette politique des petits pas qui donc est très prégnante et amène à malheureusement ce qui a été dénoncé tout à l'heure et qui n'est pas remis dans son ensemble, la question du tri des déchets, qui reste un tri des déchets pour un tri des déchets. Donc, je pense qu'il y a ce défi-là est très, très important sur le plan éducatif. Oui, donc on en revient à l'école prisonnière de la forme scolaire, en gros, avec ces défis que vous soulevez, tous les trois. David, le dernier temps, va peut-être essayer de surmonter cette prison de la forme scolaire. Oui, merci Benoît. J'aimerais, avant qu'on passe à la troisième partie, rebondir Oui. et donner la parole à Geneviève une deuxième fois. Dans nos rencontres préparatoires, Geneviève, tu nous as mentionné des trucs qui nous ont vraiment piqué notre curiosité à moi et Benoît. Donc, tu nous disais, par exemple, qu'il y avait des distinctions nettes entre le milieu formel, non formel du Québec et de la France. Puis tu disais que les enseignantes et enseignants du Québec ben, représentaient ou constituaient une sorte de cas à part à différents égards. Moi et Benoît, on était curieux de t'entendre un peu là-dessus, si tu le veux bien. Oui, ben, je suis vraiment heureuse que vous me donniez l'occasion d'en parler parce que c'est une recherche ben, dans laquelle j'étais très impliquée puisque j'en étais la chercheure responsable. Mais en fait, c'est un projet de recherche franco-québécois qui a été financé ici au Canada par le CRSH, le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Mais j'ai réalisé cette recherche avec différents collègues à la chaire, mais aussi des collègues de l'UQAM, de l'UQTR et de l'Université de Montpellier en France, en particulier avec Agnieszka Yeriowski. Ça faisait vraiment longtemps qu'on voulait s'intéresser aux partenariats, aux collaborations entre les milieux formels et non formels. Comme je le disais en introduction, moi, je travaillais beaucoup plutôt en collaboration avec les milieux formels, les écoles, les enseignants, les élèves, mais on voulait étudier quelles sont les collaborations, les partenariats mis en place entre le milieu formel, les écoles primaires et secondaires et les organismes d'éducation non formelle, comme en éducation populaire. Il y a beaucoup d'organismes qui ont une mission d'éducation en environnement et qui sont appelés à collaborer avec le milieu formel. Alors, ce qu'on a fait, premièrement, c'est une grande enquête par questionnaire et entrevue. Puis on était très satisfait de notre taux de réponse d'un questionnaire là, semi-fermé, donc comportant des questions ouvertes et fermées. On a obtenu 356 répondants, des enseignants du primaire et du secondaire, du Québec et de la France, mais aussi des personnes éducatrices qui travaillent dans les milieux non formels, donc à l'extérieur des écoles, du Québec et de la France également. Puis à travers les questionnaires et les entrevues, on les a questionnés sur trois concepts essentiellement: leur rapport au savoir, leur relation aux savoirs environnementaux et leur agentivité éco-citoyenne à elles, eux, comme enseignants, éducateurs, et leurs pratiques éducatives dans le milieu formel ou dans le milieu non formel et en collaboration, en partenariat avec le milieu non formel. Puis comme on avait un volet par questionnaire et plusieurs questions fermées avec des échelles, ça nous a permis de faire des analyses statistiques et de chercher à dégager des différences significatives entre nos quatre groupes. Nos quatre groupes, c'était les éducateurs français, les éducateurs québécois, les enseignants français et les enseignants québécois. Puis à partir des questions, les échelles qu'on avait utilisées, bon, on a pu voir vraiment des distinctions assez nettes, des différences significatives. C'est toujours vraiment chouette comme chercheur quand on en voit sur le plan statistique. Puis le groupe qui se distingue à peu près toujours des autres et avec une différence significative là, sur le plan statistique, ben, c'est les enseignants québécois. Mais c'est pas toujours positivement. Dans le sens que ce que ça veut dire, en gros, là, très rapidement, c'est que les enseignants québécois au primaire et au secondaire en arrachent peut-être plus que les autres, plus que leurs collègues français, plus que les éducateurs, à tenter de mettre en place une éducation à l'environnement.
C'est certain que les enseignants, les 300 quelques enseignants qui ont répondu à des questionnaires, considèrent qu'elles font de l'éducation à l'environnement, mais les obstacles, les embûches qu'elles rencontrent, ce sont principalement des femmes, dans toutes les disciplines, au primaire et au secondaire, ben, elles sont quand même assez nombreuses. Puis, on parlait tout à l'heure un peu des approches épistémologiques, là, puis la tension entre la perspective plus traditionnelle et la perspective transformatrice, socio-constructiviste, socio-critique. Ben, on l'observait à travers nos résultats de recherche. Il y a vraiment des contradictions entre différentes conceptions du savoir. Là, on va considérer comme enseignant que les savoirs à enseigner autour des questions environnementales sont vrais, neutres, objectifs. Et comme enseignant, on se doit aussi d'être neutre. C'est encore une idée qui est très véhiculée à travers les entrevues, les questionnaires. Mais d'autre part, on considère que les connaissances sont évolutives, changeantes, complexes, dépendantes du contexte dans lequel elles sont élaborées. Donc, il y a une opposition là qui est intéressante, mais sur le plan scientifique, mais sur le plan pratique, sur le plan pédagogique, ça peut faire obstacle à la mise en place d'une éducation à l'environnement quand on se trouve soi-même en tant qu'enseignant en tension. Et sur le plan des pratiques aussi, on a vraiment observé des différences intéressantes entre les pratiques qui étaient déclarées par les enseignants français, les éducateurs français, les enseignants québécois, les éducateurs québécois. Et ce qu'on observe, c'est vraiment des pratiques qui ne sont pas tout à fait les mêmes, en fait, entre la France et le Québec. Par exemple, au niveau scolaire au Québec, on va surtout faire appel à des conférenciers pour venir faire une intervention en éducation à l'environnement ou présenter un documentaire. C'est vraiment les pratiques là, qui scoraient le plus haut, les plus relatées. Puis, du côté français, c'est pas du tout les mêmes approches qui ressortent le plus. C'est la pédagogie par projet qui ressort plus du côté de la France et des recherches documentaires faites par des élèves. Donc, déjà là, il y a quand même, je dirais que du côté français, québécois, justement, on voit des pratiques qui sont quand même assez traditionnelles pour faire de l'éducation à l'environnement, qui sont les plus évoquées. Puis, au niveau de l'enseignement extérieur, parce qu'on les a questionnés là-dessus aussi, il y a plus d'enseignement extérieur en France. On peut le comprendre un peu par notre climat qu'au Québec. Il déclare davantage d'enseignements axés sur l'éducation à l'environnement au niveau français qui va se dérouler en extérieur qu'au niveau québécois. Puis au niveau de l'agentivité, parce qu'on les a questionnés sur leur propre parcours d'engagement, leur trajectoire en tant que personne enseignante engagée en éducation à l'environnement ou en tant qu'éco-citoyenne, éco-citoyen. Puis là encore, ils sont capables de fournir plusieurs exemples d'engagement. Ce sont des enseignants, pour certains, là, très, très militants, très, très engagés, même sur le plan politique, à l'extérieur de leur vie professionnelle. Mais plus souvent qu'autrement, la majorité vont déclarer un engagement plus individuel qui est plus de l'ordre des choix éco-responsables. Donc, toutes ces différences-là dont je vous parlais par courriel, ben, ce sont des différences qu'on observe dans notre recherche à travers des questionnaires et des entrevues qui ont été menées. Une vingtaine d'entrevues, puis 350 questionnaires. Merci beaucoup, Geneviève. C'est vraiment intéressant. Si jamais il y a une publication déjà qui existe là-dessus, peut-être Oui, dans le elle chat, existe, je vais la ce partager, oui. serait génial. Je la lirai, c'est certain. Je trouve ça fort intéressant. Merci beaucoup. Vous nous avez parlé de plusieurs problèmes pour la partie 2, hein. On a parlé d'éviter l'apolitisme, de disciplines qui étaient cloisonnées, de politiques publiques qui n'étaient pas nécessairement appropriées. Bref, à ces problèmes, nous devrons trouver des solutions et c'est ce qui est la partie 3. Donc, les programmes sont rigides, les institutions sont massives, difficiles à déplacer de leur statu quo. Le temps n'est pas élastique pour les gens qui sont sur le terrain. Alors, à vous la parole. Que proposez-vous pour relever ces défis? Nous allons passer la parole à Geneviève en premier, ensuite à Céline et terminer le tout avec Lucie. Geneviève, le micro est encore à toi. Merci beaucoup, David. Donc, moi, je vais y aller vraiment avec des propositions très, très terre à terre, je dirais. Je vais embrasser comme ça votre question. Donc, quelles sont les solutions face aux défis nombreux qui ont été évoqués à travers les différentes interventions pour mettre en place une éducation à l'environnement? Et toujours dans le cadre du même projet de recherche dont je viens juste de parler, il y avait un deuxième volet à cette recherche où on a cherché à suivre durant une année, dans le cadre d'une étude de cas, un organisme d'éducation non formelle, qui est un organisme bas-laurentien là, qui est présent dans nos communications et dans nos articles, dont je peux le nommer, c'est le CIBL Bas-Saint-Laurent, Carrefour international bas-laurentien pour l'engagement social, qui, entre autres, fait toutes sortes d'actions d'éducation relative à l'environnement, mais ils animent aussi des comités environnement dans des écoles, notamment à Rimouski.
Puis, durant une année, on a suivi un comité environnement composé d'une vingtaine de jeunes qui se réunissaient 2 midis par semaine et en présence et animés par l'éducatrice du milieu non formel et 3 enseignants de cette école qui étaient présentes à toutes les réunions et qui voyaient aussi au fonctionnement du comité environnement. Puis à travers ce projet, il y a plusieurs éléments de résultats qu'on a recueillis à travers des observations qu'on faisait. On complétait des grilles d'observation, moi et une doctorante, et on a réalisé des entrevues avec les enseignantes et l'éducatrice. On a participé à plusieurs rencontres de travail aussi, notamment une rencontre de bilan à la fin de l'année scolaire, où ce comité environnement, en fait, est très, très dynamique. Il y avait aussi beaucoup de sorties prévues, entre autres sur le lieu d'enfouissement technique de Rimouski. On a fait aussi des analyses d'une rivière avec un organisme de bassin versant. Donc, avec les jeunes, il y a eu beaucoup d'activités prévues à travers ce comité-là. On le trouvait très, très riche à étudier parce que pour nous, c'était un cas exemplaire, en fait. Puis, ce qu'on a observé, entre autres, c'est le rôle clé que peut jouer une personne dans l'équipe qui est, en fait, dans cette école, la technicienne en loisirs, qui accompagne et soutient toutes sortes de comités, activités en parascolaire qui s'offrent le midi à cette école secondaire de premier cycle, secondaire 1 et 2. Cette personne ressource, en fait, on a observé qu'elle était vraiment la clé de voûte et l'élément de succès, je dirais, de ce projet-là, parce que oui, la personne du milieu non formel, elle est extraordinaire, puis elle ajoute vraiment un élément important au comité environnement. Mais s'il n'y avait pas cette personne qui joue un peu le rôle de courroie de transmission, bien, tout reviendrait sur les épaules de l'enseignante ou sur les épaules de l'éducatrice qui, elle, n'a pas tous les accès parce qu'elle ne travaille pas dans l'école ni dans le centre de service. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que ça prend des ressources, des acteurs comme cette personne technicienne en loisirs qui vraiment est une facilitatrice extraordinaire pour permettre les rencontres du midi, l'inscription des jeunes à ces activités-là, mais aussi permettre toutes les sorties parce qu'on est au niveau secondaire, il y a une complexité au niveau de la logistique, ils ne sortent pas juste 1 heure le midi. Quand ils sont allés au lieu d'enfouissement technique ou à la rivière, ben, c'est plus d'une demi-journée là, que les jeunes sont libérés, mangent leur cours. Donc, il y a tout un aspect logistique. Puis, c'est important donc d'avoir cette personne-là qui peut jouer un rôle clé. Mais c'est quelque chose qu'on observe beaucoup moins au niveau primaire. Quand on veut faire des partenariats avec des organismes, faire des sorties scolaires en extérieur, faire de l'éducation à l'environnement au primaire, ben, plus souvent, ça va reposer entre les seules mains des enseignantes elles-mêmes parce qu'il n'y a pas de technicien en loisirs ou d'animateur en vie spirituelle, par exemple, ou en engagement communautaire. S'il y en a une, ben, c'est une personne pour tout le centre de service. Là, on sait que cette personne-là n'est pas très disponible, elle ne peut pas être là physiquement. Donc, moi, ma piste de solution, disons, pour relever tous ces défis-là, c'est qu'il y ait davantage de ressources humaines qui sont en appui aux enseignantes et aux milieux non formels pour réaliser des projets en éducation et environnement en partenariat avec le milieu non formel. Donc, je parlais des AVSEC, là, qui maintenant s'appellent les animateurs de développement personnel et d'engagement communautaire. Certains centres de services en ont encore. Dans ma région Rimouski, il n'y en a plus, malheureusement. Mais donc, vous parliez, je pense, tout à l'heure, David, que vous avez déjà été conseiller aussi. Donc, il y a certains centres de services, je pense qu'à Montréal, c'est le cas avec Bertile, je crois, qui est conseillère pédagogique en éducation relative à l'environnement. Mais dans notre région, ici à Rimouski et même ici où je me trouve présentement à Québec, ben, c'est des personnes qui ne sont tout simplement pas présentes. Donc, d'avoir une personne ressource dans le centre de service qui peut accompagner, soutenir, parce que les chercheurs, c'est bien beau, là, on peut faire de la recherche-action, tout ça, mais on ne peut pas non plus être au quotidien auprès des enseignantes. Donc, d'avoir des personnes ressources, comme l'exemple que j'évoquais, et d'autres, des conseillers pédagogiques, des AVSEC, mais d'autres personnes, ressources humaines qui peuvent s'ajouter, pour moi, ça peut faire vraiment toute la différence. Puis, l'autre clé pour moi, puis c'est un peu l'hypothèse de départ de cette recherche-là, c'est que pour mettre en place une éducation à l'environnement dans le milieu scolaire, il faut s'adjoindre du milieu éducatif non formel parce que ça vient tout d'abord ben, alléger, soulager le fardeau, je dirais, la tâche extrêmement lourde déjà des enseignants. Je suis très préoccupée par leurs conditions d'exercice qui sont très préoccupantes en ce moment. Donc, pour moi, faire de l'éducation à l'environnement sans la collaboration du milieu non formel, c'est extrêmement difficile. Puis ça mène, puis on l'a vu même dans les entrevues qu'on a menées auprès d'enseignantes, à de l'épuisement professionnel, à un certain retrait. On se désengage parce qu'on veut tout simplement ben, survivre professionnellement. Donc,
voilà, moi, les solutions que je proposerais. Chercher à s'allier au milieu éducatif non formel, parce que bien souvent, ces organismes-là ne demandent que ça, que de collaborer avec le milieu formel, les écoles, les enseignants, leurs élèves. Et chercher à s'adjoindre de personnes ressources qui peuvent jouer vraiment un rôle déterminant, et très concret dans des projets en éducation à l'environnement. Merci beaucoup, Geneviève. Fort intéressant. Je retiens plus de ressources humaines et peut-être un lien plus fort entre le milieu formel et informel. Oui, c'est très pertinent. Je cède la parole à Céline, c'est à toi. Merci. Euh, alors, bon, la question, je ne sais pas si on pourra donner toutes les réponses, je ne crois pas, mais en tout cas, on va s'y risquer. Alors, je suis un peu dans le cas de Geneviève. Moi aussi, j'ai mené une enquête sur le plan académique, sur les pratiques en établissement. Et ce qui frappe beaucoup, c'est que cette histoire d'éco-citoyenneté, en tout cas euh, sur sur mon terrain d'enquête, c'est lié au monde rural. Déjà, voilà, enfin, ce qui amène dans le discours de certains acteurs à se dire que finalement, on n'est pas préoccupé par cette question-là parce qu'on n'est pas, on est en lycée de centre-ville ou autre. Donc ça, c'est assez perturbant en fait comme première information, c'est-à-dire que on a beau avoir euh, des discours autour de nous, des alertes, etc. Euh, Là où j'ai mené mon enquête, il y a ce côté je diffère parce que finalement, cette question-là, on ne peut pas le faire, on ne peut pas l'aborder dans certains types d'établissements, mais plutôt dans d'autres types d'établissements. Donc, c'est assez perturbant à observer. Alors, moi, ce que j'ai observé en termes de réussite et de réflexion au niveau de cette question-là, c'est quand véritablement, au niveau des établissements scolaires, il y a un leader, c'est-à-dire que le chef d'établissement joue cette courroie de distribution et de fédération autour d'un projet collectif qu'il ancre dans le territoire. S'il y a une éducation au territoire sur cette question-là, on voit les maillages, en tout cas c'est ce que révèle l'enquête, qui se font à la fois à l'intérieur de l'établissement avec un décloisonnement des disciplines et une plage horaire alignée pour toutes les classes et tous les élèves, de façon à ce que chaque enseignant, quelle que soit sa discipline, puisse participer et s'insérer dans un projet qui a une retombée sur le, euh, sur le local au niveau des élèves, mais au niveau de la vie aussi dans l'établissement. Donc, ce côté porteur, il est aussi amené avec un maillage territorial, avec les collectivités locales, avec aussi, alors, je parlais du milieu rural, là, dans ce projet-là, il y a le maillage aussi avec les agriculteurs locaux qui prennent parti hein, dans les projets qui sont initiés hein, au niveau de l'établissement scolaire. Donc, c'est cette cohérence, en fait, qui amène à, on va dire, solidifier et euh, essayer de prendre son problème dans son ensemble. Alors, on reste au niveau local, on n'est pas à d'autres échelles, mais c'est une structuration qui prend corps à la fois au niveau des classes, au niveau du projet de l'établissement et qui s'étend au niveau de la commune et de l'environnement. Donc, je pense que euh, là, quand il y a cette cohérence-là, on est quand même sur des choses assez porteuses. Après, au niveau de cette question de l'éco-citoyenneté, je crois qu'il ne faut pas voir uniquement l'établissement, et ça a été plus ou moins dit déjà, c'est-à-dire qu'il faut remonter en amont au niveau de la formation à la fois de la formation de tous les agents, qu'ils soient chefs d'établissement, éducateurs ou enseignants, et de vraiment laisser une place à ces questions
alors qu'il s'agisse de l'éco-citoyenneté ou d'autres questions qui, de toute façon, s'imposent dans l'établissement, soit par le comportement des élèves, soit par leur interrogation, soit par leur état d'esprit, leurs craintes, etc. Donc, je pense que euh, avant de parler établissement, avant de parler maillage au niveau de l'établissement qui est essentiel, il y a en amont une acculturation à faire en formation sur ces objets qui ne sont pas des objets euh, qui ont été traités pendant le cycle de formation des uns et des autres et qui sont des objets nouveaux. Donc, je pense que il y a cette culture aussi du travail en commun. Alors, je ne sais pas comment ça se passe au Québec, mais en France, au-delà des disciplines qui aident, ou de cette organisation qui aide à cloisonner les choses, il n'y a pas cette culture du travail commun. Alors, on l'a peut-être davantage au primaire parce que justement, il n'y a pas ces disciplines. Et puis, il y a des mélanges de classes peut-être plus faciles, des porosités plus évidentes. Mais il n'y a pas ça, en tout cas, dans le secondaire en France. Donc, cette acculturation, je pense qu'il faut vraiment pour arriver à ce maillage de cette éducation au territoire en établissement, il faut qu'il y ait un amont. Voilà. Euh, et puis, ce que je dirais également, c'est aussi sur ces questions-là, souvent elles sont prises comme euh, quelque chose qui doit être traité en plus de ce qui est fondamental et, je dirais, du curriculum voilà, classique qui doit être acquis par l'ensemble des élèves. Donc, c'est toujours pris comme un travail en plus, une désorganisation des habitus. Enfin, voilà, il y a tout ça qui aussi s'enchaîne et tant ces questions-là seront amenées comme un surplus de travail et non pas comme des questions intégrantes des enseignements, des valeurs qu'on transmet. euh, euh, et ben, je crois que voilà, il y aura une difficulté, en tout cas, à euh, aborder ces questions-là de manière efficace. Alors, j'essaye de synthétiser hein, Ah oui, bien pour sûr. laisser la parole aussi aux C'est collègues. très gentil, Céline. Très intéressant. Je retiens meilleur maillage avec les partenaires, une culture du travail en commun. Merci beaucoup. Lucie, c'est ton tour. Oui, j'aime bien ce que vient d'évoquer Céline. Effectivement, on voit trop souvent l'éducation à l'environnement, à l'éco-citoyenneté comme quelque chose qui va s'ajouter alors qu'il faut apprendre à l'intégrer. Alors, c'est une valeur ajoutée, en fait, à l'acte éducatif. Alors, bon, la question, qu'est-ce qu'on propose pour relever ces défis? Ben, moi, je pense qu'il faut le demander aux jeunes aussi. Ils sont les principaux intéressés, les inviter à participer à la réflexion, à la recherche à ce sujet, ouvrir des espaces de parole avec eux. Hier, on a eu un très beau panel avec, en fin de journée, là, avec trois jeunes militantes dans les organisations étudiantes et c'est Hugues qui avait planifié, organisé cette activité-là dans le cadre des journées. Alors, et les trois jeunes militantes ont explicité les apprentissages fondamentaux qu'elles ont réalisés dans l'action militante. Et je pense que c'est une recherche à poursuivre. Quels sont les apprentissages fondamentaux d'ordre politique, de l'ordre du vivre ici, ensemble, dans le territoire justement de l'école, du collège,
qui lui s'inscrit dans un plus vaste territoire partagé. Donc, quels sont les apprentissages qu'il importerait de valoriser, de favoriser également dans le contexte de l'éducation formelle? Tout ce qu'elles ont appris en contexte non formel, c'est-à-dire c'est de l'apprentissage incident quand on est dans l'action sociale. Alors, tout ce qu'on apprend dans les contextes informels, ben, comment est-ce qu'on pourrait pas justement préparer cette éco-citoyenneté-là, cet engagement-là? Donc oui, je pense que ce serait une recherche à poursuivre. Et moi aussi, tout comme Benoît, j'avais repéré les recherches de Francis Dupuy-Déry à partir de son ouvrage sur lequel nous avait pisté Hugues quand les jeunes se révoltaient. Eh bien, cet auteur-là, ce collègue, prof en sciences politiques à l'UQAM, a mené des recherches sur ben, sur la mobilisation, en fait, des jeunes pour le climat. Puis il s'est penché sur les dynamiques conflictuelles vécues à l'école. Il a donc analysé les conflits vécus dans ces mobilisations-là. Mais ce serait intéressant, justement, de poursuivre la recherche à propos des apprentissages réalisés dans ces contextes-là. Et en particulier, quels sont les apprentissages que les jeunes aimeraient disons, retrouver à l'école ou que l'école pourrait initier, encourager, supporter, valoriser. Alors, donc oui, aborder avec les jeunes la question de l'indignation, la question de la mobilisation, mais aussi celle du savoir, de l'apprentissage éco-citoyen. Puis bien entendu, il faut l'aborder avec les enseignants, bien entendu, comme dans les travaux de Geneviève, de Céline. Et puis aussi l'aborder avec les autres acteurs du monde de l'éducation. On a évoqué tout à l'heure la nécessité d'un maillage entre l'école et les autres acteurs éducatifs sur le territoire, qui partagent le même territoire de vie et d'éducation aussi. Donc, et en fait, il existe, on le sait, de très nombreuses expériences éducatives en éco-citoyenneté, expériences très inspirantes. Puis là, je voudrais saluer en particulier le Lab 22 qui vient de recevoir la confirmation de la pertinence de ses travaux. Je reçois régulièrement, en fait, le journal, le bulletin de Lab 22 et je me réjouis de toutes ces initiatives et de toutes ces réalisations. Faudrait le demander à Environnement Jeunesse au Québec qui ont de fort belles avancées dans ce domaine-là et en fait toutes les initiatives auprès et avec les jeunes en matière d'éducation à l'environnement, puis comment ne pas l'associer très étroitement à l'éducation à l'éco-citoyenneté en particulier. Donc, ce serait important, comme il y a eu déjà des initiatives à cet effet, mais de poursuivre ces initiatives-là, de repérer, de décrire, d'analyser, de célébrer les expériences vécues et créer davantage de lieux pour de telles célébrations, de tels partages. Alors donc, miser sur les acquis, très inspirant. Puis mettre en place aussi dans les milieux scolaires, dans les milieux de pratique, je le répète, là, des communautés de pratique. On a besoin d'être ensemble. La transformation pédagogique, la transformation écosociale, ça ne peut se vivre qu'ensemble. Surtout comme j'ai évoqué l'idée de risque, d'incertitude. Alors, on a besoin d'assumer ça ensemble. Évidemment, enrichir la formation initiale des enseignants qui restent sclérosés. Euh, il n'y a pas si longtemps, une collègue en sciences de l'éducation me disait, écoute, il n'y aura jamais de place pour l'éducation à l'environnement dans les programmes de formation initiale. Alors, il y a aussi un échange important à faire auprès de nos collègues des sciences de l'éducation qui ne reconnaissent pas nécessairement
que le rapport à l'environnement, c'est une dimension transversale du développement des personnes et que si on prend pas ça en compte, on forme des êtres inachevés. Le processus éducatif est incomplet. Alors, on a de la difficulté là, à faire comprendre ça à nos collègues pour une intégration euh, réussie dans la transversalité et pas nécessairement dans l'ajout. Alors, puis on l'a évoqué, je le répète, favoriser la collaboration entre l'école et les acteurs du milieu non formel qui ont développé là, justement tant de pédagogie ancrée, innovante, les parcs, les musées, les centres d'interprétation, les ONG, etc. Alors tout ça, on l'a évoqué dans ce document qu'on a produit dans la décennie 2010 et qu'on continue à alimenter, le document qui s'appelle La stratégie québécoise d'éducation relative à l'environnement vers une éco-citoyenneté. On y trouve dans ce document-là, élaboré avec 57 organisations de la société éducative, ben, tout ce qu'on vient d'évoquer, en fait. On y trouve des pistes d'action, tant pour écologiser le milieu scolaire, euh, aménager les curriculums, enrichir les curriculums, aérer les curriculums. On traite aussi du travail des enseignants, etc., donc de la formation. Et puis, bon, je vais citer quand même un paragraphe très synthétique de la stratégie. Euh, il importe de favoriser la concertation entre les instances, les organisations, les actrices et acteurs concernés et d'assurer les ressources adéquates. Les ressources manquent, on l'a évoqué aussi tout à l'heure. Certes, tel que vivement souhaité, le retour du financement retiré des budgets de l'éducation au fil des années doit être un objectif prioritaire afin d'atteindre un objectif prioritaire à atteindre afin de revaloriser l'éducation et permettre au personnel d'y œuvrer dans des conditions saines et dignes. Alors, ben, je terminerai en invitant à relire ce document en version intégrale et en version synthèse qu'on trouve sur le site du Centraire. Euh, et aussi, s'il y a lieu d'ajuster, ben, le travail est en continu, là. Alors, s'il y a lieu d'ajuster, on se retrouve et puis on ajuste ensemble, hein, parce qu'on va relancer ce projet d'adoption de cette proposition de stratégie québécoise. On va y retravailler plus intensément dans les prochains mois. Et pour ça, ben, on a mis en place, et grâce à la coordination de Hugues Gasselin, une coalition éducation, environnement, éco-citoyenneté. Le panel, justement, avec les jeunes d'hier avait lieu dans le cadre des activités de la coalition. Alors, cette coalition-là, qui regroupe de très nombreuses organisations et centaines de membres, ben, a pour but justement de promouvoir cette stratégie québécoise. Donc, à nouveau, invitation à la relire. Et oui, c'est une stratégie québécoise, mais nos collègues d'autres contextes s'y retrouveront également. Euh, donc, la relire, se joindre à la coalition et s'il y a lieu, ne pas hésiter à, à nous rejoindre à travers Hugues au Centraire pour ajuster si vous trouvez qu'il y a lieu parce que cette stratégie-là, elle évolue avec la réalité. Alors voilà, c'est cette invitation-là que je lancerai pour terminer là, ma participation pour le moment. Merci beaucoup, Lucie. Toujours agréable de t'entendre. Je retiens de demander aux jeunes ce qu'ils veulent apprendre ou quels sont les apprentissages, pardonnez-moi, qui sont fondamentaux. Et tu nous as parlé aussi de celle qu'on appelle affectueusement la stratégie. Donc, voilà. Il nous reste quelques minutes. Nous avons probablement le temps de prendre au moins une question. Je vois Hugues qui est au centraire, peut-être qu'il pourrait jeter un œil s'il y a une question à la salle, ou sinon, Benoît, avais-tu vu une question
dans le chat pour nos panélistes. Non, pas beaucoup d'échanges de liens très intéressants qu'il faudrait d'ailleurs plutôt conserver, notamment le lien vers la stratégie dont vient de nous parler Lucie, aussi sur les travaux de François Dupuy-Derry, là, qui s'inscrit dans les Childhood Studies, qui est un courant très intéressant international. Voilà, des publications aussi, des vidéos avec Alain Deneau, une Nous en publicité aussi avons pour une. l'école d'été. Voilà. Ah, oui, vas-y. Oui, nous avons Alexandra Guité qui a une question. Je te cède la parole. Oui, merci beaucoup. Alors, je suis tous vos échanges avec tout un fourmillement d'idées ici. Moi, j'enseigne au Cégep Rosemont en philo et on aborde l'éducation relative à l'environnement par le biais des nouvelles pratiques philosophiques qui viennent de la philo pour enfants, donc des dialogues philo. Puis, un des éléments qui revient beaucoup dans la recherche, c'est l'importance de la pratique au dissensus, à la conflictualité, à l'inconfort. Lucie l'a souvent ramené la notion de complexité, d'ambiguïté aussi. C'est vraiment des éléments. Puis je me demandais, j'aimerais ça vous entendre sur de quoi ça peut avoir l'air, ça, ou comment on fait atterrir. Tu sais, on a parlé de questions socialement vives, mais tu sais, traverser, ça a été mentionné ce matin aussi, tu sais, on a besoin de traverser des zones pour se décolonialiser, mais tu sais, comment est-ce qu'on traverse de l'inconfort, du malaise, de la dissension, puis comment on se pratique à ça. En tout cas, je réfléchis à ça, j'ai commencé à lire un peu Chantal Mouffe là-dessus, mais je serais curieuse de vous entendre là-dessus. Merci. Il y avait Blandine qui voulait faire une intervention. Euh, euh, je, je, je- je voudrais revenir sur la question de la pratique et revenir sur la question de vivre l'éco-citoyenneté. Et avant l'éco-citoyenneté, il y avait la citoyenneté, il y avait le civisme. Et quand j'ai lu des ouvrages de difficultés que les gens avaient par rapport au civisme, et l'un des axes, c'était de dire le civisme ne tombe pas du ciel. De la même façon que l'éco-citoyenneté ne tombe pas du ciel, et que ça doit s'ancrer dans les pratiques. Et ce parti pris, moi j'appelle ça un parti pris, de se dire que les pratiques ne reflètent pas ce que l'on pense, ça crée une sorte d'inconfort et même d'incohérence parce que l'éducation est le fait d'enseigner aux générations qui arrivent ce que l'on pense qui est bien pour elles, pour ces générations-là. Du coup, on peut faire l'éco-citoyenneté avec le numérique, parce qu'on pense que le numérique, c'est très important. Si quelqu'un ne fait pas le numérique, il ne sera pas bien dans la société. Mais comment comprendre qu'on ne fasse pas l'éco-citoyenneté avec la gestion des déchets? Et quand je parle de gestion des déchets, je ne parle même pas du tri. Je parle du fait que les gens jettent par terre. On n'est même pas dans le tri, on est dans le fait du respect du paysage, de la prise en compte de l'environnement, du minimum. Et ça, je pense que vous rendez compte que vous êtes en fait le centraire est vraiment la référence en ce qui concerne l'éducation relative à l'environnement. Et les pays du Sud, on le regarde dessus. Et dans ce pays du Sud, les gens n'ont que leur conduite pour s'occuper de leur environnement. Et par rapport à ça, leur conduite, ils ne savent même pas comment faire alors qu'ils ont le désir pour avoir le comportement adapté par rapport à en ce qui concerne les déchets. Je le dis dans les écoles du monde entier, on trouve les déchets par terre, on trouve les parents qui attendent les enfants pour les accueillir, qui jettent par terre. Et je dis que cette incohérence-là fait que, au niveau de l'éco-citoyenneté, les gens se posent des questions. Et nous-mêmes, on ne s'est pas posé la question de savoir comment est-ce qu'on accompagne ces personnes-là. Donc, je suis désolée de m'exprimer de cette façon, mais j'ai le devoir de participer, de ramener ce terrain-là dans cette réflexion-ci pour dire si ce vide continue, ça va se passer ailleurs, pas au centraire, pas ici. Merci. Benoît, je te Oui, laisse il y a le une mot de autre la question. fin.
Hugues, oui, est-ce qu'on peut prendre la dernière question et puis on méditera là-dessus, mais c'est vrai que ce que soulève Madame est important, comme ce matin d'ailleurs. Ben, oui, peut-être brièvement, Martine, pour qu'on puisse Oui, une ensuite petite. passer dîner, parce qu'on a peu de temps pour le dîner ici avant la prochaine activité. Merci. Oui. Je vais faire ça très brièvement. J'ai fait de l'éducation à l'environnement toutes mes années d'enseignement avec ce qu'on peut appeler une communauté de pratique, mais qui était par un syndicat d'enseignants, qui est le réseau ACT de la CSQ, qui était anciennement les Écoles vertes Brundtland. On a toujours été comme à côté, comme un à côté même au sein même de la centrale. Et je me Oui, demande c'est comment arrimer tout ce qu'on a acquis et appris à travers, parce qu'on a fait le chemin en marchant, comment on peut arrimer ça avec le reste de l'éducation au Québec? J'aurais peut-être trois idées là, pour, disons, peut-être en lien avec ce qu'Alexandra a soutenu. On ressent de l'ambiguïté, l'inconfort, évidemment, euh, pose problème. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? D'abord le reconnaître et en parler. Ça, c'est la première des choses. Et je pense que tu l'as évoqué aussi hier, Alexandra, toute la pratique du dialogue philosophique inspiré de la philosophie pour enfants en classe, entre autres, est excellent là, pour tenter le plus possible de maîtriser cette pédagogie-là pour, disons, aborder, je dirais pas affronter, mais aborder l'ambiguïté dans une situation et l'inconfort. C'est une très vite, là, il y aurait d'autres choses à dire tellement là-dessus. La deuxième chose, ben oui, je trouve que effectivement l'éducation relative à l'environnement, Blandine, doit être absolument contextualisée et on ne peut pas faire du mur à mur. Euh, mais l'important en éducation, en fait, c'est de distinguer qu'est-ce qui relève de l'éducation et de la contrainte, hein? Alors, un éducateur n'est pas un policier non plus. Alors, comment justement amener l'adoption de pratiques où ça devienne un choix endogène et ça ne peut être que contextuel. L'éducation est un phénomène éminemment contextuel. Le rapport à l'environnement éminemment contextuel. Donc, en fait, tes écrits, ta thèse de doctorat, Blandine, méritent vraiment d'être lus à ce sujet. Euh, et puis, quant à la troisième question, eh ben, comment se fait-il que le mouvement ACT autrefois et que les écoles vertes Brundtland n'a pas davantage fait son chemin? Ben, la question se pose et on va la reposer encore au moment du relancement des activités de la stratégie québécoise, mais on va avoir besoin d'être ensemble, d'accord? On doit relancer ça. Ça peut pas rester lettre morte. Il faut relancer tout ça et avec vous, voilà, c'est ce que j'aurais à dire. Peut-être par rapport à la question de la citoyenneté, la civilité sur les déchets, Oui. là, peut-être très rapidement, hein, effectivement, sur éducation à la citoyenneté, il y a trois pans. Il y a la civilité, le civisme et la citoyenneté. Alors, on ne dit pas que le tri des déchets, c'est pas bien, c'est pas ce que nous avons dit dans notre propos. C'est éminemment important, mais pour pouvoir penser les défis de demain, il faut aller vers cette citoyenneté qui est la prise de décision par les élèves sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde, d'où l'insistance, hein, entre Geneviève, Lucie ou moi, du déploiement de ces publics à l'intérieur, former des publics à l'intérieur de l'établissement, c'est-à-dire former les élèves à trouver des espaces pour prendre des décisions, pour prendre en main ces questions-là et les accompagner dans ce sens-là. Donc, il ne s'agit pas pour nous d'opposer, hein, je ne pense pas, tout ce qui relève de la civilité et du civisme avec la citoyenneté. C'est un tout et il faut vraiment prendre en considération ce tout
pour dépasser en fait une réponse qui serait à court terme finalement. Hein. Donc, je pense que c'est plus sous cet angle-là qu'il faille voir les choses. Bien, Geneviève, peut-être, Très pour le mot de rapidement, la ben, je fin? dirais, je peux Ouais. pas répondre à toutes les interventions, mais donc je les garde dans mon cœur. Je les trouvées toutes très pertinentes. Je prends note aussi de la thèse de Blandine. Donc, moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que la question de la cohérence est fondamentale quand on s'intéresse aux enseignants. Depuis près de 20 ans, mon intérêt premier, en fait, est autour de l'étude des rapports au savoir des personnes enseignantes et des futurs enseignantes et enseignants, et dans quelle mesure leur croyance épistémologique, leur croyance face à la connaissance, face à la manière dont on l'acquiert, dans quelle mesure ces croyances-là sont cohérentes avec les pratiques. Puis on l'a vu là encore à travers des recherches mixtes, des questionnaires qui ont été administrés à des futurs enseignants, que au sortir de la formation initiale, nos enseignants sont vraiment gonflés à bloc. Ils veulent faire différemment, ils veulent innover, réaliser des projets avec leurs élèves, développer l'esprit critique. On est vraiment dans une logique euh, très socio-constructivistes. Ils veulent changer les choses, mais rapidement, en fait, dans l'insertion professionnelle, dans les débuts dans l'enseignement, face à des difficultés, face à des contextes d'enseignement qui sont pas faciles, ben, plus souvent qu'autrement, ils vont s'en remettre à des pratiques plus traditionnelles, tout simplement pour subsister, pour survivre dans ce contexte d'exercice-là, s'ils ne veulent pas tout simplement abandonner. Donc, pour moi, la solution est beaucoup de l'ordre des conditions d'exercice de la profession enseignante, le contexte dans lequel les enseignants peuvent vraiment s'épanouir, qui est à changer de façon assez radicale, à améliorer pour que les enseignants puissent vraiment agir en cohérence avec leurs croyances, leurs valeurs sur le plan de l'environnement notamment. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, très important, cet alignement entre ce à quoi on croit, ce qu'on est vraiment capable de faire dans la pratique. Puis, il y a énormément de recherches à l'international qui s'intéressent à ces aspects-là, puis c'est un domaine vraiment fascinant. Je vous invite à l'explorer, le champ des croyances épistémologiques ou la cognition épistémique, ce qu'on appelle aussi, chez les enseignants. Merci beaucoup, merci Geneviève, merci Céline, merci Lucie, merci aussi aux animateurs Benoît et David pour cette super belle table ronde. On a beaucoup apprécié. Alors merci encore à vous. On se retrouve à 14. Un grand merci à vous tous. Merci à vous et aux organisateurs. Au revoir.